Alors bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier RH Comment bien réussir mon entretien d'embauche. Je vais juste vous donner deux, trois petites informations avant de commencer. En tant que participante, vous n'avez pas de micro et pas de caméra. En revanche, vous avez le chat, vous avez la possibilité de poser vos questions de façon anonyme si vous le souhaitez. Vous pouvez nous poser vos questions tout au long de la présentation. Vous ne les verrez pas apparaître sur le chat, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, il n'y a aucun problème. Donc, on prend vos questions nombreuses et on y répondra à la fin de la présentation. Sur ce, je vous laisse avec Diana Rodriguez de Netatmo et Rémi Duchesne de Bureau Veritas. C'est à vous. Bonjour à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour notre entretien sur le thème de la réussite dans l'entretien d'embauche. Donc, je vais juste vous partager mon écran. Hop. Ainsi que ma présentation. Je peux avoir une confirmation, Fanny, que tout va bien, je partage bien mon écran? Tout va bien, on voit ton écran. Génial. Donc, comme je disais, on est ravis de vous accueillir pour notre atelier sur la réussite, comment réussir mon entretien d'embauche. Donc, avec Rémi, on va essayer de vous donner quelques conseils, de vous partager notre expérience en tant que recruteur sur le thème de l'entretien d'embauche. Donc, juste pour quelques mots sur moi, donc, je m'appelle Diana Rodriguez, je suis talent manager. Ça fait environ 10 ans que je fais du recrutement maintenant. Chez Netatmo depuis 4 ans, donc je recrute surtout des profils techniques, de techniciens support, d'ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs en informatique. Donc Netatmo, c'est une société qui fait de l'IoT, des objets connectés pour la maison. Donc on va gérer tout ce qui est des objets du quotidien comme des thermostats, des caméras de surveillance. On va pouvoir automatiser l'ouverture, la fermeture des fenêtres, des stores électriques, des interrupteurs. Donc voilà, c'est faire un peu une gestion plus intelligente de sa maison. Rémi, je te laisse te présenter. Ouais. Oui, bonjour à toutes. Donc moi je suis Rémi Duchesne, je suis également talent manager chez Bureau Veritas, en charge du recrutement et du développement de carrière. Moi ça fait 20 ans que je fais du recrutement et notamment en cabinet conseil RH, cabinet de recrutement. Bureau Veritas, c'est un groupe international de 80 000 personnes qui a près de 200 ans d'existence. Nous sommes le leader mondial dans ce que nous appelons le test, l'inspection et le contrôle. Nous sommes un tiers de confiance. Alors un tiers de confiance veut dire que nous apposons notre pour dire que une installation, une construction, voire même des produits sont conformes aux normes ou aux labels auxquels ils sont rattachés. Donc voilà, c'est un métier à la fois très technique et à la fois de confiance. Voilà Diana. Très bien. Pour cet atelier, on vous propose de le décomposer en 3 sections principales. Donc une première et qui est, on pense, la plus importante, qui est au niveau de la préparation de l'entretien. Ensuite, le déroulement, quelques conseils pour après entretien, que faire. Sur la première partie, sur avant l'entretien, donc une réponse à laquelle il est important d'apporter, une question à laquelle il est important d'apporter une réponse. Donc c'est sur justement, pendant un entretien, on va se présenter à un recruteur. On va faire connaissance avec un recruteur, on va vouloir lui montrer qui on est. Donc forcément, pour répondre à cette question, il faut le savoir déjà, il faut l'avoir très bien structuré dans sa tête. Donc la première question qui est tout à fait légitime et qu'on peut se poser sans être trop dans l'existentiel, donc c'est qui suis-je finalement? Quelles sont mes compétences? Quel est mon vécu? Qu'est-ce que je dois et je peux mettre en valeur pendant un entretien? Donc, qu'est-ce qui va faire la personne que je suis aujourd'hui? Donc, c'est à la fois mon histoire personnelle, tout comme mon histoire professionnelle. C'est vrai qu'en entretien, souvent, on pense plutôt à son histoire pro. Donc, ça va passer par ma formation, mes stages, mes emplois, mes activités, tout ce que j'ai fait dans un cadre professionnel. Mais la personne que je suis en entretien, c'est ça, c'est rencontrer une personne et pas juste une compétence. Donc, on va aussi pouvoir parler dans la mesure de ce qu'on souhaite en tout cas partager, parler de son histoire personnelle. Tout ça va former la personne que je suis aujourd'hui, donc mes origines, où est-ce que j'habite, quel est mon âge, mes hobbies, mes voyages. Donc tout ça va former la personne que je suis aujourd'hui, que je vais présenter à un recruteur.
Oui, et là, c'est vraiment à vous à décider de quoi vous souhaitez parler, hein. Vous avez vraiment votre libre arbitre pour évoquer cette part notamment personnelle, hein, parce que souvent on se pose la question, mais est-ce que je dois en parler? Est-ce que je ne dois pas en parler? Donc là, c'est véritablement vous qui décidez. Il faut juste que vous sachiez que les recruteurs, ben, eux, attendent de mieux vous connaître. Donc évidemment, si vous pouvez parler un petit peu de vos aspects perso, c'est mieux, mais sans non plus tomber dans un extrême, hein, sans faire étalage de choses évidemment trop personnelles qui seraient décalées. Donc voilà, c'est à vous à trouver ce que l'on appelle la voie du milieu, le juste milieu qui vous convient à vous, en tout cas en entretien. Tout à fait. Et en même temps, bien sûr, en s'adaptant à son interlocuteur. Du coup, donc, à partir de cette histoire en fait perso et pro, ce que je vais chercher à faire, c'est de mieux définir mes compétences. Donc, de déduire de finalement comment je vais définir mes compétences. On doit les déduire de son histoire personnelle et de son histoire professionnelle. Je vais pouvoir en déduire quelques compétences clés pour le poste, en tout cas des compétences que je vais vouloir exposer au recruteur. Donc, c'est quoi une compétence? C'est de façon une définition ultra simple, c'est quelque chose que je sais faire dans un contexte particulier. Donc, il y a plusieurs types de compétences, comme on en parlait, Rémi. Oui, donc alors vous les connaissez évidemment sans doute, hein, enfin en tout cas vous en avez entendu parler, hein, on parle de hard skills et de soft skills. Alors les hard skills, c'est ce que l'on appelle le savoir-faire. Ce sont des choses qui s'apprennent majoritairement, principalement, alors que les soft skills, hein, qui touchent votre savoir-être, votre personnalité, évidemment peuvent s'apprendre, mais surtout peuvent se développer. Si vous y travaillez. Donc, c'est important de travailler les deux. Je voulais juste ajouter également que l'on voit petit à petit arriver d'autres skills en entreprise qui seront sans doute plus développés dans les années qui viennent. C'est ce que l'on appelle ou qu'on l'on appellera les mad skills. C'est vraiment les choses qui montrent votre différence, les choses qui vont parler de votre particularité, de vos particularités, et que les entreprises vont vraiment maintenant venir chercher chez vous. Donc là, il y a un changement très important, hein, depuis quelques années où il fallait rentrer dans un moule. Aujourd'hui, c'est vraiment tout l'inverse, hein. On va attendre que vous ameniez des choses supplémentaires, mais là encore, faites attention de bien vous adapter au recruteur qui est en face de vous, de bien sonder s'il est open à ce genre de choses ou pas trop. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Rémi, c'est que justement, donc, il y a quelques années, on appelait ça les profils atypiques. Atypique, c'était un peu un mot fourre-tout. C'était juste quelqu'un, en fait, qui n'était pas exactement pareil que son collègue de promo. Il avait peut-être un hobby, il a peut-être fait quelque chose de différent, par un parcours classique, prépa, école d'ingé, etc. Donc, il a peut-être fait des réorientations. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en fait de plus en plus recherché par les recruteurs de nos jours et qu'on va cesser, je pense, d'appeler maintenant atypique parce que c'est plus trop à la mode. Donc, ce qui va être important, en tout cas, c'est de bien structurer, en fait, quelles sont mes compétences, les lister à partir de mon vécu pro-perso, lister un certain nombre de compétences que je vais vouloir exposer, repenser à mes projets perso, à mes projets pro et en déduire mes compétences parce que si je ne les connais pas, je ne vais pas pouvoir en parler aux recruteurs finalement. Donc, c'est pour ça que c'est important de préparer cette partie-là. Donc là, je vous donne un exemple très rapidement, mais un exemple d'une jeune diplômée, par exemple, qui une jeune diplômée qui est en informatique et qui fait des applications, qui a eu une expérience en tout cas, dans son parcours, elle a eu une expérience de développement d'applications mobiles. Donc ça, c'est sa partie un peu pro de ses expériences. Donc voilà les missions qu'elle a fait. Elle a approfondi ses connaissances en Android. Elle a travaillé en équipe, avec des réunions, elle a partagé des connaissances, elle a travaillé avec une méthodologie Scrum, donc il y a une méthodologie de gestion de projet en informatique. Donc voilà les compétences qu'elle va en déduire. Elle a des compétences en Android, elle a acquis en tout cas un meilleur esprit d'équipe de par ce travail en équipe, et elle a acquis une compétence très spécifique liée à la gestion de projet.
Donc ça, c'est toutes les compétences qu'elle peut en déduire niveau pro. Et ensuite, côté perso aussi, elle a vécu des choses et elle a aussi développé des compétences par rapport à ce vécu personnel. Donc, par exemple, dans ce cas, elle fait du sport, elle pratique du football, du handball. Donc, la pratique de sport hebdomadaire, ça c'était ses missions. Elle a participé à des compétitions. Donc, elle a acquis à nouveau, elle a renforcé ce côté esprit d'équipe, discipline, rigueur, parce qu'il en faut quand on fait du sport. Elle a déménagé d'un point de vue perso aussi entre Limoges, qui est une plus petite ville, et Paris. Donc, elle s'est adaptée à un nouvel environnement, elle a appris à vivre dans une nouvelle ville, elle a rencontré de nouvelles personnes, etc. Donc, ça a aussi apporté le côté un peu ouverture d'esprit, capacité d'adaptation. Donc, tout ça, c'est des choses, selon le poste auquel on va candidater, selon les compétences qu'on veut mettre en avant. En tout cas, on peut déjà ressortir ce type de compétences, même de notre vécu perso. Tout à fait. Et là, vous voyez l'importance de pouvoir parler de ses expériences personnelles, et notamment quand on est une jeune professionnelle et que l'on a peu d'expérience à mettre en avant, tout de suite, en fait, votre présentation prend de la densité et a une valeur très très différente dès lors que vous abordez ces éléments perso qui finalement vous donnent des compétences professionnelles également. Oui, tout à fait. Donc il ne faut pas uniquement parler en tout cas de ses compétences pro, penser que à ça. Donc, et après, une deuxième partie qui est tout à fait importante aussi, une fois que j'ai bien identifié mes compétences, que je les ai clairement délimitées, comment est-ce que je vais pouvoir les exposer? La façon de faire aussi est importante, la forme aussi est très très importante au-delà du contenu. Donc comment est-ce que je vais parler de moi? Donc comment est-ce que je vais apprendre à parler de moi? Et ça aussi, ça se prépare. Et donc, il faut vraiment envisager l'entretien comme pas un interrogatoire ni un questionnaire, c'est vraiment un échange ouvert, bilatéral. Et ça, évidemment, ça dépend toujours de l'interlocuteur qu'on a en face de soi, s'il va diriger l'entretien en plus en mode questionnaire, ultra structuré ou pas. Mais il faut l'envisager comme ça. Un bon entretien, normalement, le recruteur veut en savoir plus sur le candidat, donc d'où l'échange ouvert. Donc c'est important de savoir parler de soi, d'être capable d'expliquer ses choix, son parcours, donner de la cohérence à tout ça. En fait, c'est comme si on devait pitcher sa propre histoire, son vécu perso, pro, pitcher ses compétences au recruteur comme je vais faire je vais pitcher un projet, j'ai une idée de start-up, je vais devoir convaincre des investisseurs, disons, donc en poussant un peu plus loin la comparaison. Donc je vais devoir pitcher ma propre histoire, la présenter de façon intéressante et cohérente. Donc voilà, là je vous ai listé en fait quelques éléments qui sont importants, savoir par où je vais commencer, à quel moment de mon parcours je vais commencer. Ça dépend toujours de mon niveau d'expérience, si je suis plus jeune, moins jeune, etc. À quel niveau de détail je vais donner. Où est-ce que je vais aller très très loin dans telle ou telle situation, ou est-ce que je vais garder un peu le temps d'entretien pour parler d'autres choses. Quel est le niveau de la cohérence, quelle est la cohérence de chacun de mes choix, donc comment est-ce que je les justifie. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être importantes dans la façon comme on va se présenter. Ouais, alors, et moi, ce que je voulais rajouter sur cette slide, ce qui me paraît important, c'est ce que Diana a dit sur le fait que l'entretien était un échange bilatéral. Moi, je le traduis un petit peu différemment. C'est un échange, enfin, pas différemment, mais c'est un échange d'adulte à adulte. C'est-à-dire que vous allez rencontrer le recruteur, mais avec une vraie posture d'adulte. Alors même si vous êtes de jeunes adultes, vous êtes quand même d'égal à égal avec le recruteur. Il a des attentes, vous avez des attentes. Il a des questions, vous avez des questions. Et si j'insiste là-dessus, c'est que souvent on voit arriver de jeunes de jeunes candidats qui ont une posture parfois un petit peu impressionnée par le recruteur et qui se positionnent un petit peu en enfant et peut-être pas assez en adulte. Donc vraiment, gardez en tête que l'entretien est bilatéral d'adulte à adulte. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de bien préparer des exemples. De bien avoir en tête, on en reparlera, hein, mais de bien avoir en tête des exemples que l'on sera amené à donner. Et puis sur le niveau de détail que vous allez fournir, n'oubliez pas que même si le gardien du temps de l'entretien, c'est a priori le recruteur, vous pouvez aussi avoir ce rôle de timekeeper. En tout cas, c'est important de savoir le temps que vous allez prendre pour faire votre pitch.
avec évidemment peut-être l'entraînement avant, mais que vous ayez une idée du temps qui vous est nécessaire pour dérouler votre parcours. Mais là encore, on va y revenir après. Ouais, tout à fait. Du coup, là, je vous propose en fait un premier récit qui peut, qui peut paraître peu cohérent finalement sur le parcours d'une jeune diplômée en ingénierie. Donc, on va analyser ensemble pourquoi est-ce que ce récit en fait pourrait être mieux et avoir à côté exactement la même histoire, mais mieux racontée, disons mieux pitchée. Donc, je vous la lis très rapidement. Au collège, j'étais assez timide, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'ai fait d'abord un bac S car j'aime les mathématiques. Je ne sais pas tellement vers quoi m'orienter et je décide de faire une prépa. À la fin de la prépa, je ne sais toujours pas quoi faire. Je décide de postuler à 2-3 écoles d'ingé généraliste sans grande conviction et sans savoir vraiment ce que j'aime faire en termes de métier. J'aime bien les maths et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéresse vraiment. Ça ne se passe pas très bien au début en école d'ingé. J'ai un peu de mal à m'intégrer. En deuxième année, je ne sais toujours pas quelle spécialité choisir. Je me dis que je vais faire du développement d'applications mobiles car il y a beaucoup de postes dans le domaine. Je devrais sans doute trouver sans problème, même si je ne me sens pas vraiment passionnée par tout ça. Donc, c'est quoi les éléments là, de conclusion qu'on peut retirer en termes de présentation, cette façon de présenter son parcours dans les grandes lignes? Donc déjà, je commence mon histoire beaucoup trop tôt parce que je commence au collège, je dis que je suis timide. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose là dans mon récit de dire en plus que j'avais pas beaucoup d'amis? Je suis indécise au début, je fais plusieurs choix par dépit, je sais vraiment pas quoi faire de A à Z. Il y a des choix que je vais faire, mais vraiment pas par passion ni par intérêt, mais juste parce que je dois bien faire quelque chose. Je sors pas vraiment de ma zone de confort, c'est les maths que j'aime, donc je vais dans un truc où il y a plus de maths et point barre sans essayer de s'ouvrir un petit peu plus à d'autres domaines. Et surtout, je suis quand même assez négative tout au long de mon récit. Donc ça, c'est vraiment des choses à éviter dans un exemple concret, parce qu'en vrai, on peut raconter exactement la même histoire, mais tout à fait différemment. Diana, je vous interromps juste 2 secondes. Oui. Est-ce que vous pouvez repartager votre écran parce qu'il semblerait qu'on soit bloqué sur l'agenda. Ah, oula. Ok, Ah bon. je vais le repartager. Alors je sais pas. Alors moi je voyais bien l'écran de Diana dérouler, mais c'est possible. J'arrête le partage et je le refais. Ouais. Bon, après, on a dit pas mal de choses à l'oral. Finalement, les slides, en vrai, c'est plutôt pour nous. C'est pas le plus important, mais... Carrément, mais c'est important quand même de... Donc là, j'ai repartagé. Est-ce que vous voyez? Alors, mesdames, j'attends votre retour par réponse, du coup. Si vous pouviez confirmer, ce serait super. Toi, tu vois bien, Rémi? Moi, je te voyais bien dérouler le diapo. Alors, on va avancer si tu... Le plus important, c'est quand même à l'oral. Ouais, là, elle ne le voit pas. Ouais. Bon. Alors, je te laisse dérouler. Bon, très bien. Alors, moi, je vais vous parler à ce niveau-là d'un piège majeur. Alors, il y en a plein dans un entretien, évidemment, mais un piège majeur qui revient quasiment systématiquement, c'est cette fameuse question des qualités et des défauts. Alors, souvent, elle ne vous sera pas posée comme ça, hein, même si ça arrive, mais elle vous sera posée de manière détournée, du style si je parlais de vous à quelqu'un qui vous connaît bien au travail, qu'est-ce qu'il me dirait de vous en plus et en moins. Enfin, bref, la question des qualités et des défauts, vous devez la préparer. Vous devez y penser parce qu'elle va vous être posée. Alors, là aussi, faites attention à ne pas tomber dans quelque chose de trop téléphoné, c'est-à-dire transformer de manière un peu triviale une qualité en défaut du style je suis très pointilleuse, c'est un gros défaut ça, hein, je suis très pointilleuse. Bon, je vous invite à ne pas tomber là-dedans non plus. Moi, personnellement, ce que j'aime bien quand je rencontre des candidats, c'est que ils me pointent en effet un défaut, on va dire un axe d'amélioration, et qu'ils m'expliquent qu'ils en sont conscients et qu'ils le prennent en compte et qu'ils le travaillent. Donc, ils ont encore du chemin à parcourir, mais qu'ils ont conscience de ça, et donc quelque part, ça devient quelque chose qui est maîtrisé, et surtout, pour moi, le pire, ce sont des gens qui sont un peu dans le déni d'eux-mêmes, dans le déni
de leurs axes d'amélioration, parce qu'on en a tous, hein, c'est bien évident. Mais voilà, ça me rassure énormément quand quelqu'un me pointe un axe d'amélioration, mais qu'il me dit qu'il y travaille. Alors, bien évidemment, il y a des choses que l'on ne va pas amener aux recruteurs, hein, du style je suis une grosse flemmarde, mais je le sais, donc j'y travaille. Bon, ça, vous avez bien compris. On va peut-être éviter d'en arriver là, mais voilà, peut-être tourner de cette manière-là cette question des qualités et notamment des défauts. Ouais, tout à fait. Donc, de base, c'est de trouver un vrai défaut. Donc, déjà, tout ce qui est voilà, pointilleux, perfectionniste, c'est des défauts, bien sûr, mais les gens ont tendance à les mettre en avant parce que c'est des défauts un peu qui passent, quoi, mieux que par exemple la flemme, comme disait Rémi. Mais en tout cas, même si il faut trouver un vrai défaut parce qu'on en a tous, mais finir sur une note positive. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire pour essayer de m'améliorer? En plus, effectivement, ça donne vraiment preuve de maturité de se dire je sais que je suis comme ça et je veux faire mieux parce que c'est la première étape pour en fait s'améliorer, de l'identifier. Et donc exactement le même récit, bon, vous le voyez peut-être pas, mais c'est pas grave, de toute façon je vais le lire. Exactement le même récit, la même personne, la même jeune qui aime les maths, mais raconté différemment et de façon plus positive. Et à mon avis, ça plairait mieux à un recruteur. Donc, j'ai fait d'abord un bac S car je suis passionnée par les mathématiques. Après le lycée, j'hésite sur mon orientation pro. Je continue à aimer les maths, alors je me dis que je vais faire une prépa et ça va me permettre d'en faire encore un peu plus des maths et en plus d'avoir une bonne formation de base qui pourra m'ouvrir des portes. Je postule à des écoles d'ingé en me disant que l'informatique peut être un domaine intéressant pour moi car ça requiert des compétences en maths, logique et que ça se rapproche donc beaucoup de ce qui me passionne. En deuxième année, je commence à découvrir quelques langages de développement et je me dis que les apps mobiles, c'est la possibilité de travailler dans tellement de secteurs différents en restant toujours dans la technique. L'apprentissage de certains langages de développement est un vrai challenge technique pour moi. Voilà, donc c'est exactement la même histoire, les mêmes hésitations. C'est normal d'hésiter en plus sur son orientation pro, mais racontée d'une autre façon et qui est quand même beaucoup plus optimiste et beaucoup plus cohérente. Donc voilà, ce qui est à retenir de cette façon de se raconter, c'est être positive au long de mon récit, justifier chacun de mes choix, avoir un récit cohérent, montrer le bon niveau de détail, donc dire vraiment ce qui intéresse, pourquoi je suis allée vers des apps mobiles, pourquoi je suis allée vers une école d'ingé, comment j'ai fait mes choix, donc c'est ça qui est important finalement. Oui, c'est vraiment ce que dit Diana là est assez fondamental. C'est-à-dire que lorsque l'on présente donc son parcours, c'est de bien montrer que au moment où l'on a pris les décisions, elles avaient du sens pour nous. Alors même si on avait des questionnements, même si on avait des doutes, et même si parfois par la suite on a dû revenir en arrière, hein, c'est là aussi c'est normal. Mais au moins au moment où les décisions ont été prises, voilà pourquoi à ce moment-là j'ai pris les décisions. Voilà quel sens elles faisaient pour moi, et donc j'y suis allé. Exactement. Et pareil, on parle du jeune diplômé, mais finalement, quand on change d'entreprise, etc., et ben, ça va être le même type on va justifier, il faut justifier, pareil, trouver des façons de se justifier cohérentes. Et pas, je suis partie parce que je m'entendais plus avec personne dans la boîte où j'étais, par exemple. Donc, une autre partie de l'entretien qui est très intéressante et très importante de préparer, c'est aussi pourquoi je vais aller dans cette entreprise, pourquoi c'est important en fait d'exposer sa motivation pour l'entreprise. Je vais rencontrer un représentant d'une entreprise, donc il faut qu'il comprenne pourquoi je suis là, pourquoi j'ai voulu postuler pour son entreprise. Donc, cette partie, ça se prépare aussi, bien sûr, et vous savez toutes très bien comment il faut faire, je pense. Donc, il faut faire des recherches sur l'entreprise, donc aller sur le site de l'entreprise. C'est intéressant des fois de parcourir un peu la presse pour connaître les actualités, les dernières actualités de l'entreprise et aussi se poser la question finalement, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette entreprise? Parce que si je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir le communiquer bien au recruteur. C'est comme les compétences. Si je ne connais pas et si ce n'est pas bien structuré dans ma tête quelles sont mes compétences, ben, je vais difficilement pouvoir les exposer de façon intelligente au recruteur. Donc là, j'ai mis un petit exemple sur Netatmo. Par exemple, ben, on sort des produits tous les 1 an et demi. Ça peut être intéressant de taper le nom sur Internet, regarder sur Google Actualité, voir, bah tiens, on a sorti le dernier produit, c'était la sonnette connectée. Donc c'est vrai que sortir ça en entretien, ça montre bien quand même qu'on s'est informé sur l'entreprise. Ouais, et ça c'est aussi un point très important, hein, parce que le pire effet que vous puissiez faire à un recruteur, c'est d'arriver un petit peu en touriste,
de ne pas avoir pris la moindre information sur l'entreprise. Ça, c'est vrai que ça fait vraiment un mauvais effet. Chez nous, chez Bureau Veritas, nous avons beaucoup de métiers, beaucoup de produits, une organisation assez complexe. Donc, évidemment, on n'attend pas que vous ayez tout compris, tout retenu, mais au moins que vous ayez pu aller regarder, que ça vous a suscité peut-être des questions ou bien des incompréhensions. Hein. Moi, quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai pas trop compris comment vous étiez organisé là, ce que vous faisiez également. Et, ben, pour moi, ça, c'est une question qui est OK. Et au contraire, je trouve que c'est une question plutôt très positive, hein, voilà, qui m'incite à aller vers la personne, mieux lui expliquer. Ouais, carrément. Et consulter le profil LinkedIn, par exemple, de la personne qu'on va voir en entretien, ça donne aussi, ça montre qu'on a intéressé, qu'on a pris le temps de se préparer. Ouais. Tout à fait. Et là, allez voir le profil LinkedIn. Donc, à la fois, c'est flatteur pour le recruteur s'il a vu que vous étiez venu le consulter. Bon, alors même si c'est pas le but, ça le met dans de bonnes conditions. Mais surtout, c'est assez professionnel. Hein, donc, vraiment, faites-le pour aller voir à qui vous avez affaire. Et puis, ça peut vous donner des clés aussi, hein, sur le profil de la personne. Peut, à un moment donné, vous aider en entretien à mieux comprendre ce qui se passe, ce qu'il vous dit. Ou même vous amener des éléments intéressants pour lui. Ouais, carrément. Ou trouver des points communs. Comme c'est une discussion, eh ben, c'est bien de trouver des points communs. Exactement. Donc, la motivation pour l'entreprise, c'est une chose. Et après, il y a aussi la motivation pour un poste, un stage. Donc, pourquoi ce stage-là? Pourquoi ce poste-là? Donc, ça, c'est important aussi de venir avec tout ça bien préparé. Il faut bien relire le descriptif de l'offre, chercher à comprendre vraiment quelles sont les missions, l'équipe, l'environnement de travail. Donc, il y a des offres qui sont plus ou moins exhaustives, mais évidemment, si on a une offre bien exhaustive, bah, c'est intéressant parce que j'ai plein d'éléments, je vais pouvoir préparer des questions sur des choses qui ne sont pas claires, c'est normal, hein, c'est de l'écrit. Hein. On a beau vouloir décrire un poste au maximum, c'est toujours difficile de le mettre sur un descriptif de job. Et après, je peux très bien faire ce petit exercice qui est, donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais en tout cas, c'est ce que je vous propose là en parallèle, faire le parallèle un peu entre les critères exigés et le descriptif du poste. Donc, pour voir un peu quels sont mes points un peu moins, où je suis un peu moins bon, ou a priori, je ne conviens pas tout à fait aux critères. Donc là, je vous ai mis un exemple de, voilà, il y a un bac+5 qui est demandé, j'ai un bac+5. Il y a un anglais courant qui est demandé, je parle anglais couramment. Il y a marqué esprit analytique sur la job desk, donc je vais pouvoir préparer en fait quelques exemples de projets où justement j'ai fait preuve d'analyse, où j'ai eu besoin de cet esprit analytique. Donc ça, voilà, je pourrais le montrer aussi. Et après, par exemple, il demande 3 ans d'expérience en marketing digital. J'ai que 1 an d'expérience. Donc déjà, on m'a appelé, c'est la preuve que sur papier, c'est passé, mais aussi il ne faut pas que ça me freine forcément, et il faut que je sache montrer pourquoi du haut de mes 1 an d'expérience, eh ben, je peux très bien faire le job. Ouais. Et là, c'est quelque chose, à mon avis, qui va un petit peu au-delà même du simple entretien. C'est que nous sommes dans une période évidemment très particulière, mais pour autant, il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à recruter et qui ne trouvent pas des collaborateurs avec le niveau d'expérience qu'elles avaient projeté au départ. Donc là, je pense qu'il y a une vraie opportunité pour des gens qui n'ont pas le bon niveau d'expérience ou une expérience un petit peu à côté, pour quand même tenter leur chance, envoyer leur CV et pouvoir aller au bout du process, alors qu'au départ, elles n'avaient pas forcément le bon profil. Donc ça, c'est vraiment une période finalement crise-opportunité, et c'est une vraie opportunité pour vous, il me semble. Et puis après, également, ce qui est important, hein, c'est vraiment que vous ayez les idées claires aussi sur les motivations, hein, sur les motivations qui font que vous êtes venu en entretien. Là encore, l'indécision totale, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, l'indécision totale. Il y a rien de plus angoissant pour un recruteur que d'avoir un candidat en face de lui qui sait pas trop ce qu'il veut faire ou qui semble assez perdu. Carrément, tu ne sais pas bien préparer pour la suite, quoi. Ouais. Absolument. Voilà, dans cette ambiance un peu morose là, de nos jours, et ben, Rémi vous donne quand même une opportunité pour un peu négocier tous ces critères qui semblent ultra exigeants des fois.
Donc, l'entretien en soi. Donc, dans cette partie-là, vraiment pour passer assez rapidement, donc ce qu'on vous propose, c'est une structure. Là, je vous propose la structure d'entretien qui est assez classique. Hein, ça, c'est celle de Netatmo. Une intro, la personne se présente la structure d'entretien. On parcourt la formation, les expériences, la situation actuelle, etc. On fait des tests techniques éventuellement, on évalue les langues. Après, on fait une partie entretien de compétences. Donc, chez Netatmo, quand on ouvre un poste, on identifie 3-4 compétences essentielles pour le poste et après on va vouloir que le candidat nous explique un peu des situations passées où il a pu exprimer ses compétences. La partie où il va pouvoir, et le candidat va pouvoir expliquer sa motivation et après conclure en expliquant bien tout ce qu'il faut savoir sur le poste, sur la société, sur ouvrir un espace donc, pour des questions. Donc ça, c'est l'entretien classique chez Netatmo et celui chez Bureau Veritas. Alors chez Bureau Veritas, globalement c'est un petit peu la même chose. Hein. On démarre l'entretien en rappelant l'objet évidemment pourquoi on se trouve en entretien et surtout on va donner la trame de l'entretien avec chez nous une présentation du candidat que l'on souhaite assez synthétique. Hein. En général c'est une dizaine, quinzaine de minutes. Donc c'est pour ça que on vous disait qu'il faut quand même bien chronométrer votre pitch des fois qu'on vous impose ce timing-là, comme c'est le cas chez nous. On aime bien savoir, d'une manière générale, quelles ont été les raisons des transitions professionnelles. Alors bon, si vous n'en avez pas beaucoup parce que vous démarrez, bah, ça va être vite réglé. Mais si vous avez des transitions, de bien préparer de manière à expliquer pourquoi vous avez changé d'entreprise ou de job. Ensuite, on a un échange sur la personnalité, bien évidemment. On parle des valeurs Bureau Veritas. On a, nous, des questions très spécifiques sur la sécurité pour certains jobs, notamment de terrain. Et c'est seulement ensuite que nous présentons Bureau Veritas et que nous présentons également le poste en question. Et nous finissons par quelques questions pratiques sur la rémunération, la mobilité, et on conclut l'entretien en donnant des éléments sur la suite du processus. Là, à ce niveau-là, donc là, vous avez vu, il y a deux structures d'entretien entre Netatmo, Bureau Veritas qui sont finalement assez voisines. La plupart du temps, c'est le recruteur qui fixe le cadre de l'entretien, donc vous devez vous y conformer. En revanche, parfois, vous aurez peut-être la chance qu'il ne fixe pas le cadre et qu'il vous laisse le faire. Et là, notre conseil avec Diana, c'est vraiment que vous puissiez saisir, c'est une chance, que vous puissiez saisir et de le laisser parler en premier, de le laisser présenter l'entreprise en premier et également le poste en premier. D'une part parce que ça va vous détendre, ça va vous ôter un petit peu de pression de l'entretien, que le recruteur parle en premier, et puis surtout que vous allez pouvoir vous caler un petit peu mieux à son discours, à ses attentes, à ses besoins, et comme ça, évidemment, vous orienterez votre présentation avec beaucoup plus de pertinence. Donc voilà, s'il vous laisse le choix de l'entretien, voilà, notre conseil c'est et ben allez-y, commencez, monsieur le recruteur, ou madame la recruteuse. Carrément, parce que comme ça, donc on peut mieux s'adapter, on comprend très rapidement quelles sont vraiment les compétences recherchées, et on commence tout de suite à réfléchir comment est-ce que je vais pouvoir les exprimer. Excellent. Donc sur l'entretien de compétences, justement, comment exprimer au mieux ces compétences. Donc une façon je vous parlais tout à l'heure un peu de la façon d'identifier les compétences, et maintenant aussi la façon de les démontrer de façon plus factuelle, concrète. Il y a une méthodologie qui s'appelle la méthodologie STAR, donc l'acronyme de Situation, Task, Action, Result. Et donc en gros, ça veut dire, je vais parler d'une compétence. Par exemple, là j'ai mis l'exemple de l'esprit d'équipe. Mais je vais vraiment expliquer dans quelle situation j'ai fait preuve d'esprit d'équipe, quel était mon rôle dans cette situation-là et qu'est-ce que j'ai fait effectivement, parce qu'il y a une différence toujours entre le rôle qui m'était attitré et ce que moi j'ai fait, et après quel résultat j'ai eu à la fin de ces actions-là. Donc ça permet si on garde un peu cette structure mentale, pour certaines personnes c'est super évident, d'autres ils vont le faire avec moins de détails et c'est dommage, parce que ça, avec cette structure mentale, on peut donner vraiment tout le contexte, le comportement que j'ai eu et le résultat que j'ai obtenu. Ça donne un élément vraiment concret pour le recruteur, plutôt qu'une réponse générique. Oui, mon manager m'a dit que j'avais un bon esprit d'équipe, et du coup, ça en dit pas beaucoup plus au recruteur finalement. Oui, et vraiment, ce qui est important, c'est
c'est de mettre dans un contexte une compétence. Alors là, on parle pas du CV aujourd'hui dans notre atelier, mais moi, je l'ai beaucoup vu sur les CV. Vous savez, beaucoup de gens disent qu'il faut amener des CV par compétence. C'est toujours très difficile d'apprécier une compétence si elle n'est pas située dans un contexte particulier. Je prends l'exemple du management. Si on ne sait pas pendant combien de temps vous avez managé, pendant quelle taille d'équipe et dans quel environnement, dire que vous savez manager, que vous avez la compétence managériale, et évidemment, vous comprenez que ça n'a pas vraiment de valeur pour un recruteur. Donc, c'est pour ça, vraiment toujours pouvoir donner du contexte et donc toujours on en revient à donner des exemples, des choses très factuelles. Ouais, parce que c'est plus réaliste comme ça et voilà, le recruteur, il s'imagine en fait comme s'il y était. C'est ça le but en fait de l'entretien aussi. Donc voilà, là c'est quelques conseils en fait des choses qu'on a déjà dit, mais un peu en récap. Donc sur ce qu'il faut privilégier, donc être concis, structuré, positif. Et pour être concis et structuré, forcément, il faut préparer son entretien, donner un maximum d'exemples concrets. Donc c'est ce qu'on vient de dire, aller vers du factuel, parler bien de ce que moi je fais, ce que nous avons fait dans tel projet. Parce que le recruteur, il veut savoir ce que vous avez fait vous. C'est vous qui voit en entretien, c'est pas toute votre équipe, c'est pas votre collègue, c'est pas votre manager. Donc il veut savoir votre rôle dans chacune des situations. On a tendance, et c'est très bien, on travaille tous en équipe dans les sociétés modernes, mais il faut bien isoler ce que moi j'ai fait dans cette équipe en fait. Parce qu'on peut avoir devant soi un recruteur qui n'a pas forcément creusé assez et qui va garder une image de bon, je sais pas trop bien ce qu'il a fait finalement sur ce projet. Prendre des notes, c'est important parce que normalement, le recruteur, il va vous communiquer plein d'infos sur le poste, sur l'entreprise, etc. Vous n'allez pas tout apprendre par cœur. En plus, quand on passe des entretiens, on est dans une démarche de recherche d'emploi. On ne peut pas tout retenir. Déjà, en plus, ça fait une bonne impression quand même de prendre des notes. Ça donne l'impression à l'interlocuteur qu'on écoute ce qu'il dit. Après, dans un dernier point, donc c'est une question qu'on pose assez souvent, mais la tenue vestimentaire, il faut rester sur un style assez classique. Voilà, moi chez Netatmo, on est une PME dans la tech, c'est super informel, hein, mais évidemment, on va pas du tout mal le prendre si un candidat qui vient en costume, il peut pas deviner. Et ça veut pas dire non plus qu'il faut aller à tous ces entretiens en costume, mais il faut garder l'équilibre en fait un peu. Si vous voulez aller vers un style plus classique, faites-le, c'est mieux parce que vous savez pas trop à quoi vous attendre. Si par exemple chez Netatmo c'était ultra formel et quelqu'un arrive en short, et ben ça peut moins bien passer généralement. Ouais, et puis alors les choses à éviter. Alors déjà la première, je vais reprendre juste quelque chose que Diana vient d'évoquer dans ce qu'il fallait privilégier, mais du coup avec quand même un point de vigilance. C'est en effet parler bien de ce que vous avez fait, donc utiliser le je plutôt que le nous, mais bien souvent on n'ose pas forcément le faire, peut-être par une espèce de modestie. Donc voilà, c'est bien utiliser quand même le jeu, mais sans basculer non plus dans je ramène tout à moi et il y a que moi qui ai travaillé. Donc la difficulté, c'est pour vous de trouver là encore le juste milieu, mais ce que le recruteur va attendre, c'est bien en effet que vous parliez de vous, de ce que vous avez pu faire, mais toujours avec cette fameuse modestie qui est quand même une valeur universelle qu'il faut mettre en avant. Alors, ce qu'il faut vraiment éviter dans les entretiens, c'est de délayer ses réponses. Et moi, je sais à titre personnel que j'aime bien que les candidats soient très concis. Donc, c'est vrai que j'apprécie les gens qui vont directement à l'essentiel, mais c'est aussi parce que moi, je suis bâti comme ça, je suis câblé comme ça, donc j'ai tendance à apprécier les gens qui fonctionnent comme moi. Donc, voilà, ne vous pas trop vaste. Ne justifiez pas forcément vos choix de parcours si la question ne vous a pas été posée. C'est vrai qu'il nous est arrivé de voir en entretien des gens qui systématiquement se justifiaient pour chacune de leurs décisions et du coup ça en devient suspect. Donc ne justifiez pas plus que ça s'il n'y a pas de raison particulière ou si la question ne vous est pas posée. Si on vous pose une question fermée, eh ben vous répondez par oui ou par non. Si on vous pose une question ouverte,
évidemment, quelque part, on vous donne l'accès à pouvoir élaborer un petit peu plus votre réponse. Donc, vraiment, essayez de vous caler à la demande de votre interlocuteur, hein, du recruteur. On vous le redit là, mais bien évidemment, si vous devez arriver en retard, ça peut arriver à tout le monde, il faut prévenir. Ça, c'est important, hein. Au-delà, je pense, de 5 minutes de retard, je pense qu'il faut quand même essayer de prévenir. Et puis, un point qui est très important, c'est de ne jamais être négatif par rapport à ses employeurs précédents. Vraiment de rester assez sobre sur votre avis personnel de l'entreprise que vous quittez, parce que bien évidemment, quand on nous parle d'une entreprise précédente, d'un employeur précédent, on est en train d'imaginer la personne qui dira ça de nous le jour où elle va nous quitter. Donc vraiment, soyez très sobre sur votre jugement de vos anciens employeurs. Et puis là aussi, bon, ça va mieux en le disant, même si ça paraît évident. Ne dites pas que vous avez traîné votre ancien employeur au prud'homme, par exemple, même si c'était très justifié. Ça, ce sont des choses qui inquiètent. Là encore, hein, même si c'était juste, gardez ça pour vous. Restez sobre par rapport à ça. Carrément, de plus, parce qu'en plus, le recruteur, il a que votre version des faits, donc il a beau vouloir vous croire sur parole, mais c'est toujours un peu compliqué de ne pas y être et d'amener ces éléments un peu négatifs à la conversation. Voilà. Ouais. Juste 2 minutes, il nous reste 10 minutes. Ouais, on a vraiment fini. Ouais, on va pouvoir passer aux questions après rapidement. Ouais. C'est juste le dernier slide, en fait, la dernière partie. Je te laisse y aller, Rémi, mais après, on passe aux questions. Ouais. On va passer aux questions. Alors, voilà, ce qui est quand même important, hein, c'est de vous rappeler que l'entretien, c'est bien 3 parties. Hein. L'avant, sur laquelle on a beaucoup insisté, le pendant l'entretien, bien sûr, mais aussi l'après-entretien qu'il ne faut pas négliger. Donc, c'est vrai que ce que l'on peut vous conseiller avec Diana, c'est d'envoyer un petit mail suite à l'entretien, parce que pour remercier hein, votre interlocuteur, là aussi, c'est professionnel et c'est adulte. Donc, c'est bien de le faire, de pouvoir restituer en quelques mots ce que vous avez compris du besoin, du poste, et surtout réaffirmer votre motivation. La motivation, c'est vraiment un élément très fondamental dans un processus de recrutement. J'ai beaucoup vu, moi, par le passé, des candidats qui n'avaient pas le profil initial, mais qui ont tellement montré qu'ils étaient motivés par l'entreprise, par le poste, qu'on a fini par les prendre en entretien, par les amener au bout du processus et à les recruter. Donc, vraiment, la motivation, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'on vous recommande également de ne pas hésiter à relancer l'entreprise hein, dès lors qu'elle vous a donné un timing de réponse. Alors bien évidemment, si elle vous a dit on revient vers vous jeudi, bah, vous n'allez pas la relancer mardi. Mais en revanche, vendredi, c'est pas du tout inadéquat de relancer votre interlocuteur en disant bah voilà, je reviens vers vous pour savoir si vous avez pu avancer dans le processus. Là encore, ça montre que vous êtes motivé pour l'entreprise. Et pour finir, s'il y a des retours négatifs, un retour négatif, malheureusement, ça vous arrivera. N'hésitez pas à demander des détails. Et là, c'est vraiment pour vous, pour pouvoir vous améliorer. Voilà, tout échec est une vraie source d'apprentissage pour vous. Donc, n'hésitez pas à demander des infos. Si votre interlocuteur peut vous les donner, c'est vraiment tout bénéfice pour vous. Et puis, les processus de recrutement sont parfois longs, donc soyez patiente. N'hésitez pas à attendre. Voilà pour notre présentation, Fanny. Je vous remercie pour cette présentation très complète. Alors, on a quelques questions. Tout d'abord, une question d'une personne anonyme qui nous dit « Actuellement en apprentissage, j'ai changé 4 fois d'entreprise en 5 ans pour des raisons personnelles. Cela peut-il véhiculer une mauvaise image lors de l'entretien ?» Alors, je vais commencer. Oui, bien sûr, c'est toujours un questionnement du recruteur quand on voit un candidat et encore plus un candidat jeune qui a beaucoup changé. Voilà, mais c'est comme ça. Vous avez changé, donc c'est que vous aviez des raisons. Donc, on en revient à ce qu'on vous disait, préparer ces raisons en amont. Il ne faut pas mentir en entretien. On l'a pas dit, mais c'est vraiment fondamental de ne pas mentir.
Donc préparer quand même, oui, ces raisons. Tout à fait. Faut être cohérent, faut voilà, trouver la balance, un peu comme on dit, l'équilibre entre le niveau d'aspect perso que je vais donner et qui peuvent justifier en tout cas mes choix, parce qu'il y a forcément quelque chose qui a justifié ces choix-là. Ok, super. Doit-on être honnête et dire qu'on a un projet de vie, de famille à court terme? Ah, excellente question. Fanny, Ouais. tu veux Ouais. dire un petit mot? En fait, c'est vrai que sur cette question, moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Rémi, mais là, ça relève vraiment du perso. Je pense que on n'a pas forcément en entretien, c'est pas vraiment le cadre pour moi de mettre ça absolument en avant dès qu'on rencontre quelqu'un. Bonjour, je vous préviens tout de suite que dans 6 mois, je risque de plus être là, donc il faut garder une transparence, mais je pense pas que ce soit sans mentir, je pense pas que ce soit la première chose à mettre en avant, quoi. Non, non. En revanche, bien sûr, hein, parce que là encore, hein, si on se met à la place du recruteur, ça peut être inquiétant pour le recruteur. Mais bon, je pense quand même que c'est le sens de l'histoire, et heureusement que l'on puisse vraiment aborder de manière naturelle ses aspirations personnelles et que l'entreprise ne se braque pas par rapport à ça. Mais il y a encore beaucoup de recruteurs qui sont un peu à cheval, et donc voilà. Donc il faut maîtriser peut-être un petit peu son discours, et comme le dit Diana, peut-être ne pas le mettre en avant spontanément. En revanche, si la question est posée, moi je Oui. préconise toujours l'honnêteté et la Ouais. vérité dans un entretien. Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Alors ensuite, une question qui revient sur la partie vestimentaire que vous abordiez tout à l'heure. Une question de Lucie Gourois. Pour une femme, on est bien d'accord que la robe ou jupe n'est plus obligatoire, surtout si cela ne correspond pas à notre caractère. J'espère que, bon voilà, un entretien, on ne sait jamais qui on a en face de soi, mais j'espère qu'en 2021, quand même, qu'on peut mettre un pantalon. Mais c'est clair que, voilà, moi, c'est vrai que je parlais plus du code vestimentaire, entre la question, des fois, se pose plutôt entre les niveaux de formalité et informalité. Mais sur ce point-là, honnêtement, si une entreprise a des commentaires sur je mets une jupe, je mets une robe, etc., ou c'est en pantalon, elle est en pantalon, c'est dommage, alors c'est peut-être pas l'entreprise où j'ai envie de travailler. Ça, c'est peut-être une réponse que je suis en train de donner plus d'un point de vue perso que d'un point de vue recruteur. Après, évidemment, ça tout dépend du métier. Il peut y avoir des métiers où, parce que je suis dans un service d'accueil et parce que mon uniforme, c'est une jupe et une veste, le recruteur peut poser cette question, j'imagine, mais je vois pas trop dans quel autre cadre il serait amené à mettre ça en avant. Ouais. Ouais, dans le doute, je pense qu'il faut rester sur des choses professionnelles, assez neutres, hein, en termes de vestimentaire. Moi, j'ai une expérience, je vais la partager rapidement. Quand j'étais en cabinet de recrutement, j'avais eu un entretien avec un candidat pour une entreprise, euh, mais on avait eu un problème de visio, parce que ça se passait en visio, et on avait fait l'entretien au téléphone, donc je n'avais pas vu le candidat. Et puis, je l'avais trouvé super, et je l'avais envoyé à mon client. Mon client le reçoit et me rappelle en me disant, mais Monsieur Duchesne, vous n'avez pas vu le candidat? Ouh là là, mince, qu'est-ce qu'ils vont me dire? En fait, le candidat avait des dreads. Il avait visiblement des dreads, et ça avait choqué l'entreprise. Euh, donc tout ça pour vous dire que il y a encore pas mal d'entreprises, il y a encore pas mal de recruteurs qui s'arrêtent sur des aspects de physique, vestimentaire, donc de jugement. C'est pas bien, évidemment, mais c'est une réalité. Donc après, c'est à vous, voilà, c'est à vous à l'apprécier et à savoir quelle image vous voulez amener aux recruteurs que vous aurez en face, sachant qu'il peut y avoir des gens un peu ancienne génération. Et là, c'est quand même un exemple extrême qui est d'une femme. Est-ce qu'elle doit porter une jupe, une robe Ouais, ou un pantalon? Là, c'est vraiment extrême pour ouais, moi. ouais, On est non, choix. là, vraiment, c'est comme vous voulez, bien sûr. Ouais. Alors, on va peut-être finir par une question parce qu'il nous reste 3 minutes. Une question de Sandrine Cator qui nous dit « Je suis jeune diplômée, j'ai eu l'opportunité de travailler 2 ans en tant qu'ingénieur. Suite à cela, j'ai tenté un concours de professeur de maths sciences que j'ai réussi. J'ai pris la décision de tenter ce métier qui malheureusement ne me convient pas. Dois-je le passer sous silence lors d'un futur entretien ?»
Non, pour moi, vraiment non. Et en plus, ça revient un peu sur ce que Rémi expliquait, les profils un peu comme atypiques, entre guillemets, qui ont essayé autre chose, qui ont, justement, c'est tout à fait justifiable. J'ai essayé, j'ai pas aimé, je veux revenir à mon cursus d'ingénieur. Généralement, ingénieur, c'est en 5 ans. Donc, si on a fait une pause de 2 ans, on n'a quand même pas tout oublié. Et forcément, il faut préparer cette arrivée sur le marché. Faut montrer que je suis restée en fait un peu d'actualité, mise à jour, mais il faut vraiment pas le cacher, quoi. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. D'autant plus que moi, personnellement, j'aime les gens qui assument leurs erreurs. Et qui me disent, ben voilà, j'ai tenté, je pensais que ça allait me plaire, et puis je me suis aperçu que ça ne me plaisait pas. Ben voilà, je l'assume. Alors modestement, je l'assume, mais ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de mon expérience. J'ai forcément appris des choses et je me réoriente dans ce qui semble me plaire plus. Donc voilà, pour moi c'est ok et c'est même bien. Voilà, carrément. Alors, on a encore le temps pour une toute dernière question avec une réponse assez rapide. Cela ne peut-il pas être négatif avant l'entretien de consulter le profil LinkedIn du recruteur, puis d'envoyer un mail après l'entretien et enfin de relancer le recruteur le lendemain du délai annoncé? Cela ne donne-t-il pas une impression d'insistance? Alors, surtout pas, ne partez pas sur cette idée-là, parce que je sais, enfin nous savons, on en a parlé avec Diana, que c'est la crainte de beaucoup d'être trop insistant. Non, vous seriez insistant si vous le rappeliez 3 fois par jour, en dehors des créneaux qu'il vous a donnés, mais dès lors que vous restez dans les créneaux qu'il vous a évoqués, non, vraiment, enfin c'est un conseil qu'on peut vous donner, même si vous êtes maître vous derrière, de décider ce qui est mieux pour vous, mais vraiment montrez votre motivation. Ok, eh ben, écoutez, Diana, tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec Rémi. Ouais, c'est pas du tout insistant. Des fois, les recruteurs ils répondent pas aussi vite que ce qu'on voudrait parce que ils gèrent aussi beaucoup de postes, etc. Mais en tout cas, c'est pas du tout insistant. Faut le faire. Et c'est vrai qu'en fait, c'est de cela qu'on se rappelle le mieux souvent. Bon. Écoutez, je vous remercie à tous les deux pour nous avoir présenté cet atelier qui était très enrichissant. Et quant à vous, chères participantes, je vous souhaite une bonne suite de journée sur ce forum Forum et Carrière et à bientôt sur un prochain événement Elle Bouge. Je vous souhaite à tous un bon appétit et une bonne suite de journée. Merci beaucoup à toutes. Bonne fin de journée à toutes. Au Bonne revoir. fin de journée. Au revoir.